BFM Business et 01 TV présentent De quoi je me mêle ? François Sorel. Et un grand bonjour à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir que de vous retrouver le week-end, vous le savez, pour votre rendez-vous De quoi je me mêle, toute l'actualité tech du week-end, à la fois sur l'appli RMC, l'appli BFM Business et sur 01 TV, sur la chaîne YouTube et puis sur les box, bien évidemment. Avec au menu de ce De quoi je me mêle, tout à l'heure, Nicolas Lelouch de la rédaction de zeronet.com sera là et va nous raconter sa mésaventure 5G à Nice. Et oui, il a testé le réseau 5G des 4 opérateurs à Nice pendant plusieurs jours, des tests très précis, très scientifiques, mais aussi qui représentent un peu les usages qu'on peut avoir de l'Internet mobile avec son téléphone. C'est un dossier à retrouver sur zeronet.com, on rentrera dans les détails tout à l'heure, et puis surtout, Nicolas nous donnera sa petite sélection de meilleurs smartphones 5G du moment. Ce sera tout à l'heure. Je vous rappelle que vous avez toujours le hashtag DQJMM sur Twitter, la page Facebook de quoi je me mêle qui vous attend, n'hésitez pas à nous y rejoindre. Merci d'être là et bienvenue. Et pour débuter ce De quoi je me mêle, c'est le club de la presse IT avec cette semaine Gonzague d'Ambricourt. Salut Gonzague. Jeune homme. C'est gentil, merci. Bienvenue Gonzague. Et puis Emmanuel Paquette, dont on est très heureux de saluer le retour dans De quoi je me mêle. L'actualité tech du moment. Alors Gonzague, rappelons-le, un blogueur, entrepreneur, passionné de nouvelles technologies. Et puis Emmanuel Paquette, bien sûr, vous le savez, journaliste à l'Express. Et on va commencer par cette bonne nouvelle. Ça y est, Paris, la Tour Eiffel pourra bientôt rayonner de sa 5G. On aurait pu imaginer que ça arrive un petit peu avant, mais que voulez-vous ? Il y a de concertations très puissantes, très scientifiques pour savoir si effectivement la 5G devait arriver à Paris. Visiblement, Emmanuel, ça va le faire. Normalement, effectivement. En tout cas, c'est à l'ordre du jour du Conseil de Paris de la semaine prochaine qui va se tenir entre du 9 au 12 mars. Donc c'est un point justement concernant la charte, puisque c'est une nouvelle charte de télécommunications que les opérateurs doivent signer avec la ville de Paris. Alors, il se trouve que les Verts ont découvert que c'était un point de l'ordre du jour, puisque les Verts, eux, attendaient d'une part la fin de la consultation citoyenne de la ville de Paris, qui s'est terminée en décembre, et d'autre part le rapport de l'ANSES, de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, dont on attendait en fait l'étude sur la 5G, qui normalement doit arriver à la fin du premier trimestre, qui n'est pas encore publique pour l'instant. Et visiblement, la ville de Paris veut aller un peu plus vite. Donc ça risque d'être tendu au Conseil de Paris entre les Verts d'un côté et Anne Hidalgo de l'autre. On verra ça là dans les jours qui viennent. Alors que Anne Hidalgo avait justement créé ce moratoire pour faire plaisir aux Verts. Exactement. On se souvient, au tout début du lancement de la 5G, Paris avait freiné un petit peu parce que les opérateurs sont prêts. Les opérateurs sont prêts, alors, je ne sais pas si vous avez des infos, mais pour ce que j'ai compris, il suffit qu'ils appuient sur un bouton pour que Paris soit couvert en 5G à quasi 100%. Oui, surtout que la capitale est déjà entourée de réseaux 5G. C'est vrai, elle est cernée en 5G. Exactement. Mais cela dit, les autres villes aussi sont en train de basculer. Lyon a basculé, Nantes a basculé. Alors il reste encore Grenoble, Nantes, etc. Oui, ça c'est les bastions vraiment verts. Vert et Martine Aubry à Lille qui a mis vraiment un moratoire important sur la 5G. Donc effectivement, il reste encore des îlots, mais petit à petit, on voit que les digues tombent. Alors ça prend un peu de temps, mais 2021 sera l'année de la 5G, c'est certain. C'est étonnant parce que Lille, qui est une ville où il y a une puissance technologique incroyable. Il y a beaucoup de start-up. C'est une ville qui est très innovante. Il y a OVH notamment, dont le siège est à côté de Lille. OVH, et c'est quand même étonnant que Martine Aubry décide de réfléchir sur la 5G pendant encore plusieurs semaines. Et Nantes aussi. Mais évidemment. D'ailleurs, toutes ces villes qui sont à moins d'une heure. Mais même Grenoble, on parlait de Grenoble. Il y a des pôles de compétitivité. Il y a des pôles de compétitivité, très très importants à Grenoble. Enfin voilà. Gonzague, tu es content que la 5G arrive à Paris ou pas ? Alors moi j'ai essayé sur les villes limitrophes de Paris, effectivement, puisque quand tu passes le périph', pouf, la 5G se met à fonctionner. C'est ça, dès que vous franchissez, vous passez le pas, vous passez de l'autre côté du périph', paf, vous avez la 5G. Les débits étaient pas mal et pas non plus complètement bluffant. Mais non, je suis aussi pressé que ça soit disponible, surtout dans les villes qui sont mal desservies par la DSL, le VDSL, etc. Parce que c'est aussi une solution d'accès Internet qui est intéressante pour les gens qui ont besoin de passer dans le très haut débit et pas juste le 5 mégas d'une petite connexion Internet. Donc ça, ce sera intéressant aussi pour ces gens-là. Dans Paris, déjà, la 4G fonctionne quand même vraiment bien. Et il y a de la fibre quasi partout. Tu as du Wi-Fi un peu partout.
non, ça va être intéressant. Ouais. Rappelons aussi que la 5G, bon, évidemment, c'est une innovation technologique qui permettra à terme des débits impressionnants quand ça marchera, parce que vous verrez que tout à l'heure, Nicolas Lelouch à Nice a des résultats plus ou moins mitigés, pour rester poli. Mais c'est aussi surtout pour désengorger un réseau 4G qui commence à parfois s'essouffler à certains endroits. Alors à certains endroits, à certains horaires aussi, en fonction des zones de trafic, éventuellement de la population. Effectivement, il y a des réseaux qui commencent un petit peu à saturer. Et les opérateurs justement comptent beaucoup sur la 5G justement pour soulager un petit peu cette 4G à des moments précis. En fait, effectivement, dans un premier temps, ce sera surtout ça pour eux. Donc, ce sera un gain aussi pour le fonctionnement des réseaux, donc de désengorgement des réseaux 4G en basculant une partie du trafic sur le réseau 5G. Donc là, parce qu'on est sur ce qu'on appelle le NSA, le non-standalone, c'est-à-dire on n'est pas encore sur un réseau 5G totalement intégré. Pour un réseau 5G totalement intégré, il faut aussi changer l'intérieur du réseau, enfin le cœur du réseau. Et donc quand tout ça sera fait, mais ça prendra plusieurs années, on sera sur ce qu'on appelle une 5G standalone, donc SA. Et donc, là, on aura des débits plus importants. On aura toutes les fonctionnalités de la 5G, notamment le network slicing qui permet de découper le réseau pour avoir des débits assurés sur certains types de fonctionnement, notamment pour l'industrie du futur. Donc il y a deux étapes. Une étape tout de suite pour les opérateurs, qui est plutôt pour les opérateurs que les particuliers, qui est de désengager effectivement les réseaux 4G, mais une deuxième étape qui arrivera en 2022-2023, peut-être même 2024, qui est plutôt là pour des réseaux industriels et des applications. Et qui sera le vrai début de la révolution de la 5G, on va dire. Ça, exactement. Avec notamment la latence qui baissera aussi avec ce nouveau réseau. Microsoft a annoncé miser sur la réalité augmentée. Alors, c'est pas nouveau parce qu'on avait vu ces lunettes HoloLens, etc. Et là, ils ont annoncé hier Mesh. Qu'est-ce que c'est que Mesh ? Alors, effectivement, ça repose aussi sur HoloLens, comme le disait Gonzague. Donc, ça fonctionne avec un casque de réalité virtuelle. Et l'idée, c'est de pouvoir d'avoir son avatar, sa reproduction de soi, en 3D. C'est pas encore vraiment un hologramme, pour le coup, quand même. Et pour permettre de travailler à distance, pour faire des visioconférences à distance un peu plus, disons, sympa, pour voir vraiment les gens comme si on était face à eux. Donc, ça tombe bien. Puis ça permet à Microsoft de pousser sa plateforme Azure, puisque tout ça repose effectivement sur les centres de données Microsoft répartis un peu partout sur la planète. Donc ça tire parti de la force, de la puissance de Microsoft. Donc pour l'instant, le casque est assez cher. On est à plusieurs milliers de dollars. On est vraiment au début. Effectivement, donc ça peut permettre d'éviter les voyages en avion lorsqu'il faut faire des visioconférences à distance. Peut-être même quand on veut, par exemple, aller sur des salons. Ça peut être l'avenir des salons aussi. Tout ça dans une conjoncture où on espère une réduction des CO2, notamment au niveau de l'aviation et du transport aérien. Donc tu es un grand habitué du transport aérien. Tu vas souvent, avant tout ça, tu voyageais souvent. Bon, pas souvent. Il y avait 2-3 rendez-vous dans l'année incontournables. Le CES, Barcelone. Voilà. Le 3. Alors le 3, je le fais pas parce qu'on a vraiment des journalistes spécialisés jeux vidéo. Il y avait aussi l'IFA à Berlin. Donc c'est vrai qu'il y avait quelques rendez-vous. Mais cela dit, on se rend compte aussi que aller physiquement dans un salon et toucher les produits, se balader, sentir un petit peu l'ambiance, etc. Tout le virtuel du monde ne remplace pas cette sensation-là. On est des humains, on aime bien regarder les gens, échanger avec eux, croiser quelqu'un, discuter. Faire des rencontres. Inattendues. Simplement. Inattendues, bien sûr. Et alors c'est vrai que d'un côté, on crée du CO2, mais d'autre côté, on fait notre métier aussi. C'est le paradoxe. Voilà, donc ça peut être une des solutions pour essayer de marier les deux, c'est-à-dire limiter les transports à ce qui est vraiment essentiel et là on n'a pas le choix. Et puis là où on peut éviter de se déplacer, on peut utiliser une solution comme celle de Microsoft avec Mesh. Donc on verra. Pour l'instant, encore une fois, c'est un coût parce qu'il faut le casque, un ordinateur assez puissant pour faire tourner tout ce qui est environnement 3D. Mais bon, avec. Mais alors, c'est une nouvelle version d'HoloLens, j'ai pas bien compris en fait, c'est ça ? C'est au-delà de ça, c'est même plus Microsoft Mesh, c'est une plateforme qui s'appuie sur HoloLens 2, qui sera pour l'instant la meilleure expérience que tu peux avoir. Tu peux aussi utiliser des lunettes de réalité, des lunettes de réalité virtuelle d'autres marques, et aussi utiliser un ordinateur et un smartphone classique, mais là beaucoup moins intéressant. Donc c'est plus une plateforme qu'un produit physique. Eux, les développeurs, c'est un environnement en fait. Amener des idées en disant créer la nouvelle plateforme de collaboration de demain. Donc vous êtes architecte, on se met à plusieurs autour d'une table, tout le monde n'est pas là physiquement, on va voir le même bâtiment, si on déplace des choses, tout le monde va avoir un ressenti physique, et c'est ce qu'on appelle la réalité mixte.
réalité augmentée, où on mélange une table qui existe, par exemple chez moi, et un produit en 3D qu'on a importé dans une présentation, etc. Vraiment une plateforme plus qu'un produit pour l'instant. Et alors, c'est réservé au B2B, on ne l'a pas dit, mais c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas d'usage, on va dire, pour les particuliers qui ont été démontrés. Là, on le voit, si vous êtes avec nous en vidéo, ce ne sont que des exemples, on va dire, d'applications business. Oui, parce qu'au niveau particulier, aujourd'hui, c'est quand même Facebook qui a entamé ce mouvement-là avec son casque, Oculus, pour là, éventuellement, essayer de pousser en avant des environnements 3D dans lesquels on peut avoir de la publicité ciblée, etc. Donc ça, c'est plutôt l'aspect Facebook. Et puis c'est la réalité virtuelle, en fait. Là, le Quest, là, on est sur la réalité augmentée. C'est pas tout à fait la même chose. C'est pas exactement la même chose, oui. Et Microsoft, on est effectivement, comme tu le disais, sur un environnement plutôt à l'instar de Microsoft Teams pour la visioconférence, très B2B pour travailler à distance et sur une plateforme qui est celle de Microsoft, qui est Azure, toujours. Et puis bien sûr, on peut imaginer qu'avec le télétravail, etc., on peut imaginer peut-être des réunions un peu différentes. Enfin bref, on verra bien. Il y a des vidéos sur Azure d'ailleurs qui ont été présentées. Alors, c'est pas la dernière, mais qui ont quelques semaines où on voyait des environnements en fait de télétravail totalement virtuel. Bon, alors c'était complètement fake, mais c'est étonnant que Microsoft réfléchit quand même à l'avenir du télétravail et peut-être avec. Et la vidéo me redonne un peu comme le smartphone Oppo qu'on a vu il y a quelques semaines, ce côté science-fiction. Où on voit quelqu'un qui est assis à côté de. Donc c'est pas un hologramme, mais quand on voit en vidéo, on a l'impression d'un hologramme. Ça a vraiment ce côté film. C'est vrai. Je te dis, c'est impressionnant. Je sais pas si c'est le futur ou si c'est l'illusion qu'on se fait du futur, mais ou le délire d'un gars qui a imaginé ça chez Microsoft. Mais en tout cas, ça donne envie. On va parler maintenant d'Orange Bank, Emmanuel, sujet que tu suis de près, puisque c'est ton cœur de métier de journaliste à l'Express. Orange Bank qui a été lancé il y a quelques années de cela, ça a coûté une fortune à Orange, parce que lancer une banque mobile, une néobanque, ça coûte énormément d'argent, et il semblerait que Orange veuille peut-être trouver un partenaire. Alors on a dit que Orange voulait vendre Orange Bank, c'est peut-être pas vraiment ce qui se trame, mais en tout cas il y a des questionnements en ce moment sur Orange Bank. Exactement. Oui, parce qu'il faut savoir que Orange Bank à la base c'est Groupama Bank qui a été racheté en partie par Orange à hauteur de 65%. Oui, pour pas qu'Orange parte de zéro en fait. Voilà, exactement, parce que il se disait on va avoir la licence bancaire et grâce à Groupama Bank et on pourra se lancer très vite. Alors c'était le premier faux pas d'Orange. Il se trouve que la licence bancaire ne fonctionnait pas pour tout ce qui était numérique et une néobanque. Donc ils ont dû refaire une demande pour avoir une nouvelle licence. Donc ils ont perdu du temps déjà par rapport à l'objectif initial. Ça a été le premier un peu faux pas. Ça peut arriver. Le gars qui a lu le contrat, il n'avait pas lu la bonne ligne en fait. Non, c'est bon les gars, on peut y aller, on a la licence. Et après, effectivement, ils pensaient que Groupama Bank resterait au capital. Et petit à petit, il a fallu remettre de l'argent au pot, puisque la banque perdait de l'argent. Et petit à petit, Groupama qui avait 35% n'a plus que 22% maintenant du capital, et donc Orange chercherait à remplacer Groupama par un autre acteur qui serait prêt à remettre un peu d'argent de temps en temps pour pas que ce soit Orange qui supporte l'intégralité des pertes. Donc effectivement il y a eu un moment de flottement où on a pensé qu'Orange allait être cédé. Stéphane Richard est revenu un peu en arrière en disant non, on cherche à s'adosser à quelqu'un, et si on n'y arrive pas, on continuera tout seul, mais c'est un projet stratégique pour nous, important, parce que l'idée, c'est de se dire qu'un abonné Orange puisse aussi avoir son compte. Ça permet d'avoir un churn moins important, ce qu'on appelle un taux d'attrition, c'est-à-dire des gens qui sont dans la banque, les gens changent rarement de banque. En revanche, on change souvent d'opérateur. Donc si on a l'opérateur et la banque chez une même entreprise, on peut se dire que le taux d'attrition va diminuer, les gens resteront beaucoup plus fidèles à la marque. Bien sûr. Donc ça, c'est pas idiot comme pari. Mais pour ça, il faut quand même avoir beaucoup de clients. Et pour l'instant, Orange Bank, alors Orange revendique un peu plus d'1,2 million de clients, dont 500 000 à Orange Bank, dont 700 000 à Orange Bank, et 500 000 pour tout ce qui est assurance autour d'un téléphone qu'on peut perdre lorsqu'on l'achète dans une boutique ou en ligne. Donc voilà, donc c'est pas vraiment 1,2 million vraiment de clients Orange Bank. Donc on voit que ça démarre quand même assez lentement. Ils sont en deçà des objectifs qui s'étaient fixés. Les pertes, ils sont un peu au-dessus des objectifs qui s'étaient fixés. Et tout ça parce qu'ils ont un coût d'acquisition client qui est monstrueux, parce que vous savez qu'il y a c'est des promos. Vous ouvrez
un compte chez Orange Bank, vous avez 30, 40, 50, 60, 80 euros de bonus. Oui, exactement. Et ça coûte une fortune, ça en fait. coûte cher. Il fallait former aussi quand même dans les boutiques. Et bien sûr. Les gens à proposer. Alors que c'était pas une leur offre métier bancaire. C'était pas leur départ. métier. Au départ, c'était de vendre des abonnements et des téléphones. Exactement. Moi, jusqu'à récemment, j'avais été dans une boutique pour essayer d'ouvrir un compte Orange Bank. La personne m'a dit: ah ben non, il faut aller dans une autre boutique, beaucoup plus loin. Moi, j'avais pas forcément envie, je venais juste me renseigner. Donc maintenant, je crois que ça, de ce que j'ai compris, chez Orange, quasiment toutes les boutiques maintenant proposent, sont formées et peuvent proposer l'ouverture d'un compte. Bon. Gonzague. C'est vrai que c'est la guerre parce que toutes les néobanques et toutes les banques en ligne te proposent des sommes pas possibles pour que tu viennes chez elles. Donc effectivement, le coût de recrutement de l'abonné est élevé et l'expérience d'Orange Bank n'avait rien de significativement nouvelle ni démarquante par rapport à du Fortunéo, du Boursorama. Ou du N26 par exemple. N26 Enfin, Revolut, qui cartonne, hein, N26. Ouais, N26, marche ça fort. cartonne vraiment. Donc c'est difficile de se trouver une place dans ce milieu. Et puis en fait, ils essayaient de draguer les jeunes, qui généralement vont plutôt vers les néobanques. Les jeunes comme. Je suis comme plus toi. jeune, moi. Nous, Non, moins. c'est- En tout cas, il fait jeune. Voilà. C'est ça l'essentiel. C'est Et ça. en fait, c'est l'inverse qui s'est passé, c'est-à-dire qu'ils se sont retrouvés avec une clientèle plutôt âgée qui venait en boutique et qui, donc en fait, même la cible de départ a été un peu loupée. Mais oui. Donc ils se sont vite un peu retournés en disant oui, parce que c'est des gens qui viennent en boutique. Et ceux qui viennent en boutique, alors il y a des jeunes, mais c'est plutôt des gens Mais bien sûr. des Et- trentenaires, des quadras. Et je pense que parmi les 4 opérateurs, c'est sans doute chez Orange qu'il y a les clients les plus vieux parce que voilà, c'est Orange, ça rassure. Exactement. Ils ont un service client qui est plutôt correct, Ouais. etc. Enfin bon, voilà, il y a beaucoup de boutiques, donc c'est vrai que ça attire des personnes d'un certain âge qui veulent avoir un du opérateur conseil. sérieux. Voilà, c'est Exactement. ça. Bon, on verra bien ce qui va se passer. On enchaîne avec, bien maintenant, un réseau satellite qui est fait par Un Thales. nouveau, voilà, Gonzague, avec, tu voulais nous en parler? Oui, c'est super intéressant parce qu'on parle souvent de Starlink ici, donc Oui. la société d'Elon Musk qui a un sacré réseau de satellites très très proche de l'orbite terrestre, donc 1000 km environ. Et là, on a Telesat Lightspeed, qui est donc un conglomérat un peu qui est en train de lancer une constellation qui fera quasiment 300 satellites, qui vont pareil être à environ 1000 km de la Terre. Et qui vont promettre des débits qui sont complètement hallucinants parce qu'on parle jusqu'à 7,5 gigabits seconde de débit par terminal connecté. Donc un terminal, ça va être le récepteur de ce système. Incroyable. Bon, pour l'instant, c'est le débit théorique. Fais gaffe On verra. parce qu'on nous disait ça pour la 5G aussi au Voilà. départ. Hein. Et non, attends, il parle Et carrément. Nicolas Lelouch, il a pas ça. Hein, Il parle carrément pour certains points jusqu'à 20 gigas en fait pour faire des espèces de lieux qui permettent de redistribuer du réseau Oui, localement en 4G et en 5G justement. Oui, des pour têtes de réseau. Quoi, exactement, pour des zones qui seraient très très mal couvertes. Sur les latences, on est entre 30, 60, 80 millisecondes. C'est 10 fois moins que le satellite classique. Les satellites géostationnaires Oui, qui sont à 35 000 36 000 km de la Terre, la latence c'est quasiment une seconde. Donc pas du tout les mêmes applications. Ça devrait être dispo d'ici 2023. Le satellite fait 750 kg alors que celui de Starlink en fait seulement 250. Et ils sont reliés par un système de faisceau laser, donc un système optique laser assez impressionnant pour leur permettre de communiquer entre eux et de faire que s'il y en a un qui a une mauvaise couverture, ce qui parle à environ 1200 stations terrestres, s'il y en a un qui a une mauvaise couverture au sol, il puisse se repiquer sur un de ses voisins. Incroyable. Assez hallucinant et ils veulent couvrir toute la planète. C'est dingue un peu cette course à l'échalote concernant maintenant l'Internet mondial par satellite. Ça fait des années que ça existe, voire même des dizaines d'années. Enfin, il y a des satellites géostationnaires qui proposent, les Nordnet, etc., qui sont là depuis très longtemps. Ça n'a jamais vraiment décollé. Ça a toujours été des usages bien spécifiques pour des personnes qui n'avaient pas le choix. Quand tu es dans l'enclavement numérique le plus total, le satellite marche à peu près partout. Mais fonctionne moins bien quand il fait mauvais, latence énorme, tu as des quotas de bande passante, c'est-à-dire, enfin pas de bande passante, mais de volume de données mobiles, utilisées exactement, sauf que sur un forfait mobile, tu as un seul appareil, mais quand tu alimentes toute la maison, le streaming télé, etc., avec ta box satellite, tu te retrouves vite coincé. Alors c'est souvent illimité la nuit chez ces opérateurs-là, mais je sais pas pour vous, mais moi la nuit je dors. C'est beaucoup moins intéressant. Non, tu vas pas lancer tous tes téléchargements la nuit, quoi. Non, c'est assez intéressant. Je reviens souvent sur l'exemple de mes parents et ça me fait penser à ça aussi avec la 5G qui ont une ADSL 5 mégas. Moi, si on peut avoir ne serait-ce que 100 mégas à la maison, je serais le plus heureux du monde. Mais bien sûr. Je serais client. Il y a Starlink.
Ouais. Donc il y a ce projet, enfin c'est pas un projet, hein, puisque Non, c'est pas un projet. Ouais, ce c'est vraiment Télésat acté. Lightspeed, on n'a pas de prix hein, là-dessus. On n'a pas du tout de prix. On ne sait non. pas trop Ils font combien juste des ça coûte. tests. Et alors d'ailleurs, en parlant de Starlink, ils viennent d'avoir l'autorisation de l'ARCEP pour l'utilisation de leur fréquence en France. Oui. Donc c'est vrai que ça aussi, petit à petit, l'oiseau prépare son nid. Ça va être intéressant. Alors Starlink a un peu moins de débit a priori. Et puis il y aura aussi vraiment toute cette question de comment fonctionne le terminal. Parce que contrairement à recevoir de la 4G chez toi, où quand tu es avec ton téléphone, tu ne le fais pas tourner en te disant ça va, je capte. Un satellite, ça s'oriente. Oui, il faut une ça petite s'installe parabole, dans hein. un endroit qui est Ouais. qui voit le ciel. Donc il y a des contraintes qui font que ça ne sera pas accessible à tous. Voilà, et le kit coûte, je crois, 500 ou 600 dollars, hein, le kit Starlink. Et alors, c'est rigolo parce que j'ai reçu un mail, moi, je m'étais inscrit pour voir un petit peu ce que ça donnait. Et tu t'inscrivais, il te disait, bah, écoutez, dès qu'on aura des news, on vous contactera. Et là, je reçois un mail, il y a quelques jours, qui me disait, rentrez votre adresse. Alors déjà, tu peux pas rentrer ton adresse postale. Ouais. Il faut que tu ailles sur Google Maps et que tu Ah, marques ton point Tes GPS. coordonnées géographiques. Voilà. Et comme de temps en temps, je vais en Corse, donc je rentre mon adresse en Corse. Et là, ils disent que ça sera disponible en 2022. Voilà. Ouais, c'est bientôt. Donc pour l'instant, je pense qu'ils lancent énormément de satellites. Je crois qu'à terme, c'est 30 000 satellites, Ouais, c'est incroyable. Starlink. C'est incroyable. Bah, c'est le reproche qui leur a été fait, c'était vraiment d'occulter Et oui. la vision des étoiles. Donc là, on avait avant la tête dans les étoiles et maintenant on aura On a la tête dans les Starlink. satellites. Ça, c'est clair. On enchaîne avec bien maintenant la revanche du disque vinyle, Emmanuel. Ouais. Le disque vinyle qu'on croyait mort, Oui. eh bien non. Effectivement, il fait un retour et un retour juste énorme, hein, puisque il a dépassé en vente les CD sur le marché américain et très largement, hein, puisque on est à 600 millions de dollars, un peu plus de 600 millions de dollars de vente de vinyle sur le marché américain en 2020, quand au niveau des CD, on est à 300, un peu plus de 300 millions de dollars, qui est en train de s'écouler hein, avec moins 23%, alors que le vinyle est en croissance de près de 30%. Donc on est sur des chiffres qui n'ont juste rien à voir. Donc c'est la vengeance du vinyle. Donc depuis 86, hein, donc ça ne rajeunit pas, mais donc le vinyle est repassé devant le CD. Voilà, donc c'est quand même un exploit. Alors sur le marché français, on n'a pas encore les chiffres du SNEP, donc le syndicat national des éditeurs phonographiques. On devrait les avoir d'ici peu. En revanche, au premier semestre, le vinyle en France était en petite chute, mais chutait beaucoup moins que le CD. Donc on voit que même en France, le vinyle fait de la résistance, fait même une très belle résistance. Et puis surtout, ce qui est étonnant, c'est, moi je pensais que c'était plutôt la génération des anciens hein, qui... Ouais. Oui. Mais on Non. voit que c'est pas forcément le cas. Hein. C'est aussi des jeunes qui achètent le dernier Billie Eilish, par exemple, qui est sorti en vinyle. Ils vont aller l'acheter en vinyle. Donc il y a un aspect à voir le matériel, à voir le physique, l'aspect physique d'une pochette jolie. Et puis, donc voilà, c'est assez intéressant de voir cette revanche-là. Moi, je m'y attendais pas. Je suis extrêmement surpris. Hein, mais bon, il y a un vrai mouvement, visiblement. Alors, est-ce que ça sera ponctuel parce qu'il y a une forme de nostalgie pendant les moments de confinement, ou est-ce que ça va durer? On le saura là dans les mois et années qui viennent. Moi, je pense que ça va durer. Il y a un besoin de cet objet un peu joli, et il y a le geste d'aller mettre le vinyle dans la platine, de prendre son temps pour écouter de la musique, ce qu'on a vraiment perdu avec le streaming. Pour le coup, le streaming te donne accès à une quantité illimitée de musique, la possibilité de zapper, etc. Et il y a une analogie, c'est que les magasins de photos, tu sais, ont pareil, un peu vu leur chiffre d'affaires s'effondrer sur la vente de numérique, mais voient venir beaucoup de gens assez jeunes qui achètent des appareils photo argentiques. Oui. Et donc qui se remettent à la photo qui est longue. Et quand tu fais la photo, tu n'as pas le résultat immédiatement. Il faut faire développer ta pellicule. C'est exactement la même démarche, je trouve. Ouais. Vraiment un Il y a un peu de objet ça, ouais. des parents qu'on aurait trouvé peut-être ringard à une époque. Et qui est grand, beau, ça peut faire un joli cadeau. Ouais. Il y a un vrai truc. Et puis, ce qui s'est perdu dans le CD, bon, déjà, l'objet du CD n'est pas particulièrement joli, je trouve, mais c'est aussi qu'à l'époque, quand tu achetais un CD, tu avais toute la petite pochette qui venait avec énormément de contenu. C'était aussi pour ça qu'on achetait ça. Donc aujourd'hui, le vinyle, c'est un vrai complément du stream. Tu écoutes Billie Eilish sur Spotify et tu vas acheter son disque Oui, physique. tu peux regarder la pochette. Et peut-être que tu n'as même pas la platine pour les lire. C'est ça qui est drôle, en Oui. fait. Parce que Oui. pour lire un vinyle, il faut quand même après, derrière, Bah oui, pouvoir oui. le brancher sur quelque Exactement. chose. Mais bien sûr, c'est ça. C'est tout un sujet. Et alors, comme je sais que tu es un amateur de son et d'images, est-ce que tu aimes écouter du son sur vinyle? Alors, j'ai des Là, je platines. parle musicalement. Le son hein. qui crépite un peu est assez sympa. J'ai beaucoup de vinyles chez mes parents, mais j'ai pas ressorti la platine depuis longtemps. Bon, déjà, je vais pas beaucoup les voir en ce moment, et j'ai pas refait ça à Paris.
Mais je l'ai fait petit, c'était génial. Je passais mon temps à sortir des vinyles et tout. Je dis, ah mais on connaît ça. On a des valises, on a des caisses de vinyles. C'est génial. Mais je trouve ça, moi, étonnant que les jeunes reviennent en fait à cette technologie qui, pour nous, enfin moi, je veux dire, voilà, je suis pas super vieux, mais bon, voilà, Si, quand même. un peu quand même. Mais je me dis, c'est fou que, en fait, on a la technologie a gommé tous les défauts que pouvait avoir le vinyle. C'est vrai qu'aujourd'hui, Spotify, c'est complètement magique. Ou enfin, Spotify, Apple Music, etc. On a accès. Nous, on a connu l'avant et l'après, et c'est intéressant de voir que certains jeunes préfèrent revenir en arrière technologiquement pour retrouver des choses que nous, personnes un peu plus âgées, trouvons moins intéressant. Ouais, Quoi. ça a l'air désuet. Ouais, ça a l'air désuet. En fait, c'est vrai c'est que assez rigolo. Physiquement, le vinyle a très peu d'avantages. C'est très encombrant, c'est assez fragile. Donc, si tu le rayes, t'es dans la merde. Ça saute. Si ta pièce, elle bouge un peu, et les gens qui faisaient des fêtes à l'époque et qui sautaient faisaient sauter les vinyles. Tu vois, il faut se dire que c'est quand même une démarche. Alors que si tu lances Spotify, ça sautera jamais. Ça sautera et jamais. Puis, sauf si t'as plus de Wi-Fi ou de 4G. Tu peux aller l'écouter en courant. Le vinyle, c'est vraiment un geste à la maison, je crois, très chill. On se pose, on est bien, on profite. Et je trouve la démarche assez agréable. Ouais, c'est intéressant. Et puis après, il y a peut-être aussi la posture de se dire, c'est un peu branché, quoi. Enfin, je veux dire, il y a tout ce côté vintage, et c'est aussi une posture que peuvent avoir peut-être les jeunes adultes, possible aussi, qui est intéressant. Si tu vois la passion de certains pour les vieux combis, les vannes de Volkswagen, c'est exactement la même chose. C'est pareil, c'est un véhicule qu'aujourd'hui tu ne dirais pas, je vais l'acheter. Et pourtant, des jeunes dans leur trentaine se disent, nous, on va se faire un road trip avec ça. Bon, Emmanuel, peut-être que l'année prochaine, tu reviendras et tu nous parleras du bon des chiffres de VHS. C'est ça, exactement. Par exemple. Ou Betamax. Betamax. Et on se retrouvera avec des magnétoscopes. Exactement. Et là, on lèvera les yeux au ciel en se disant, mais attendez, ça suffit, quoi. C'était assez vilain, quand même, une cassette VHS. Ouais. Par rapport à un vinyle. C'était vilain, et puis l'image était vilaine, surtout. Hein. Franchement, imaginez, regardez de quoi je me mêle en VHS. Franchement, c'est quelque chose d'assez violent. Merci à tous les deux. Emmanuel Paquette, donc de l'Express, c'est Gonzague d'Ambricourt. Vous le savez, entrepreneur, blogueur. Comment s'appelle ta boîte ? Bouche cousue. Voilà, si vous voulez avoir un méga réseau dans votre entreprise, petite, moyenne ou grande, faites appel à Gonzague, vous allez voir, il va vous mettre du 1 gigabit partout. On vous mettra bien. Voilà. Même du 10. Et vous venez de la part de quoi je me mêle, vous serez bien servi en plus. Vous restez avec nous. On va accueillir Nicolas Lelouch dans un instant. On va parler de 5G. Il a testé la 5G à Nice et vous allez voir, ses résultats sont très étonnants. C'est le moins qu'on puisse dire. À tout de suite. De quoi je me mêle sur BFM Business et 01 TV.